Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. Il est l'homme dont Manuel Valls dit que le programme se traduira par plus d'impôts et la ruine de notre budget. Benoît Hamon, finaliste de la primaire, et votre invité Fabien Amias, c'est l'interview politique d'Europe 1. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Fabien Amias. Est-ce que je parle ce matin aux semeurs de sable et vendeurs d'illusions ? Écoutez, moi je défends un projet politique qui propose un futur désirable, pas désirable seulement par moi, mais par, je crois, des millions de nos compatriotes qui se préoccupent à la fois de la manière dont on va travailler, mais dans quel environnement nous allons le faire, dans quel environnement nos enfants vont grandir, avec des solutions financées, de l'innovation sociale, un projet global, cohérent, qui ne dissocie plus la question sociale de la question écologique. J'observe que cela heurte manifestement Manuel Valls, mais oui, parce que ce sont ces mots que je citais au début de notre entretien. Oui, ça m'a pas échappé. Et heureusement qu'il y a mon programme pour qu'il puisse commenter cette élection. Il vous dépeint, il l'a fait hier soir sur TF1, on l'a entendu ce matin, comme le chantre de la fin du travail. En cause, ce qui est ciblé, c'est votre proposition d'un revenu universel. Ce projet de revenu universel, il reste au cœur aujourd'hui de votre campagne. Vous n'en retirerez pas un iota, un codicile ? Mais quel sens cela aurait-il de changer de programme entre deux tours ? Vous imaginez ? Je considère aujourd'hui que, mais Manuel Valls n'en parle guère, et d'ailleurs peu de responsables politiques en parlent, que la révolution numérique, comme tous les rapports le montrent, et on ne m'en oppose aucun, va conduire à une destruction partielle des emplois. Ça peut être une bonne nouvelle, que tout ce dont l'humanité a besoin nécessite moins de travail humain, à condition qu'on maîtrise cette transition. Un emploi sur deux va être transformé grâce au numérique. Donc il faut penser formation professionnelle, il faut penser protection sociale, c'est ce que j'essaye de penser, mais dans une démarche qui est une démarche de moyen et long terme, avec une première étape de court terme, le fait que le revenu universel soit versé aux pauvres. Aujourd'hui, le RSA n'est versé qu'aux pauvres qui demandent le RSA, et je veux que le revenu universel soit automatisé, qu'il soit versé aux jeunes de 18 à 25 ans, puis qu'on engage ensuite une seconde étape. Mais j'essaye de me projeter sur le moyen et long terme. Mais je ne comprends pas bien ces responsables politiques dont le futur s'arrête aux 100 premiers jours. Mais Benoît Hamon, c'est pas tant le bien fondé et l'esprit de cette mesure qui peut être contesté, qu'il était par Manuel Valls. Je dire qu'elle est bien fondée. Mais c'est le coût représenté. Hier, il parle de ruine de notre budget, mais en sortant des arguments polémiques. Le coût estimé final, c'est-à-dire de la totalité de ce budget, il est entre 300-400 milliards d'euros. On a déjà plus de 1000 milliards de dépenses publiques. Est-ce qu'on peut encore les augmenter d'un tiers ? Est-ce que la France peut supporter ces dépenses ? Monsieur Amias, d'abord, il n'y a aucun impact pour le budget de la France avec le revenu universel d'existence. C'est un transfert de richesse. C'est le même principe que la sécurité sociale. On organise une redistribution de la richesse vers le revenu universel. Peut-on se poser la question de ce que cela rapporte ? Quand vous donnez 600 € à des personnes qui vont les consommer, quand vous permettez de libérer 600 000 emplois étudiants, quand vous remettez du lien social là où aujourd'hui il y a des inégalités qui coûtent très cher à la collectivité, on ne pense jamais ce que cela rapporte. Moi, je m'intéresse évidemment à la comptabilité, à l'équilibre des politiques que l'on mène, mais aujourd'hui, nous sommes dans un choix de redistribution des richesses qui est, je le rappelle, de moyen et long terme. Je trouve, pour être très honnête, assez irresponsable de la part d'un ancien Premier ministre de parler comme il le fait. J'aimerais savoir, lui, quel est le futur qu'il propose, sinon le statu quo est de continuer avec les solutions d'hier. Moi, je considère aujourd'hui, je respecte ce qu'il dit, mais que cela ne marchera pas parce que cela n'a pas marché jusqu'ici. Voilà, je mets sur la table des propositions nouvelles. Elles semblent aujourd'hui rassembler les électeurs de gauche très largement et bien au-delà. Eh bien, parlons de cela plutôt que de procéder par encage, ce qui relève davantage de la paresse intellectuelle que de la volonté de faire vivre le débat démocratique. Paresse intellectuelle, dites-vous. Alors je voudrais clarifier un point avec vous qui a été aussi évoqué par Manuel Valls hier soir. Est-ce que vous voulez réellement réduire la durée du travail à 32 heures ? Oui ou non ? C'est tout simple, il le dit. Non. C'est pas écrit clairement dans votre programme, je voulais le savoir. Oui, voilà, c'est-à-dire que maintenant je dois commenter des choses qui ne sont même pas dans mon programme. Ce que je propose, c'est que la réduction du temps de travail se fasse. Non, mais attendez, je vais vous dire ce que je propose exactement, comme ça Manuel Valls pourra commenter ce que je dis. Je propose la réduction du temps de travail selon des formules qui puissent être les 4 jours, qui puissent être les 32 heures pour ceux qui le souhaitent, ou d'autres formes de réduction du temps de travail, selon un principe qui est celui des lois Robien, vous vous en souvenez, où on avait conditionné des baisses de cotisations sociales patronales à une réduction du temps de travail et à des créations d'emplois. Cela tombe bien,
rien, puisqu'il y a 40 milliards mis sur la table, CICE, pacte de responsabilité, qui ont été distribués sans aucune contrepartie. Si demain nous exigions ce type de contrepartie, ça libérerait du travail, ça permettrait des embauches et ça faciliterait les conditions de travail de beaucoup de salariés. Voilà pourquoi mon projet n'est pas celui de la société post-travail. Il s'intéresse au travail tel qu'il est. Et je suis quand même assez surpris de voir que certains parlent du travail en méconnaissant la réalité des souffrances pathologiques liées au travail, en méconnaissant aujourd'hui le travail pénible. Il n'y a pas que des gens heureux d'aller au travail et... En tout cas, ça n'est pas la société des 32 heures, mais c'était important de le clarifier également parce que ça revient beaucoup dans cette campagne. D'un mot, vous êtes ambigu sur le communautarisme parce que c'est ce qu'on entend aussi, notamment sur la question, par exemple, des femmes exclues de certains espaces publics. L'ambiguïté sur le communautarisme, c'est une accusation grave qui vous est portée, Benoît Hamon. Très grave, et qui non seulement me heurte, mais me révolte. En l'occurrence, moi, dans mon projet, il y a la mise en place d'un nouveau corps de contrôle, ce que je ne trouve dans le projet d'aucun autre, d'un corps de contrôle de l'administration qui, sur le même modèle que la répression des fraudes, ira vérifier si, dans une entreprise, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, si dans un propriétaire ne discrimine pas au moment de louer, et si, dans des espaces qui sont des espaces aujourd'hui comme des cafés, on n'interdit pas les femmes. Que ce que je veux, que ces fonctionnaires puissent tester, le cas échéant, la réalité de ces discriminations, et qu'ensuite, ils prononcent quoi ? Ils dressent des procès-verbaux, ils prononcent des fermetures administratives en cas de réalité de ces discriminations. Mais ce qui est en train de se faire de la part de néoconservateurs, de gauche comme de droite aujourd'hui, qui ont décidé de faire de l'islam une cible, vous pensez à qui, néoconservateurs de gauche ? C'est Manuel Valls, là, c'est votre concurrent direct ? Non, je pense pas. Non, je ne cible pas Manuel Valls là-dessus. Je dis simplement que relayer ce type d'accusation, là encore, c'était plutôt des critiques et des accusations qui venaient de la part de la droite. Et j'observe que quand on lit mon programme, quand on lit mes propositions, on voit qu'il y a un programme étayé, étoffé, pensé, là où en face, il n'y a pour l'instant, si j'ai bien compris, qu'une critique du programme de Benoît Hamon comme seul futur que l'on propose aux Français. Votre programme précisément, d'un mot, c'est l'actualité de ce matin, on l'évoquait dans le journal de 7h30. Le conseil d'administration d'EDF se prononce aujourd'hui sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Une question toute simple, à la fin de votre mandat, combien restera-t-il de centrales nucléaires en France ? Aujourd'hui, il y en a 19. Combien à la fin de votre quinquennat ? Mais c'est pas combien de centrales, c'est combien de réacteurs. Il y a 17 réacteurs dont on sait... Oui, mais écoutez, je vous dis, il y a plusieurs réacteurs par centrale, monsieur Namias. Oui, il y en a 58 en tout. Alors la question, c'est combien il en restera ? Voilà, donc, oui, combien de réacteurs qui arrivent en fin de vie ? Moi, je suis pour qu'il y avait 17 réacteurs qui étaient programmés pour être progressivement fermés. Je considère qu'il faut engager cette diminution de la part de l'électricité liée au nucléaire, qu'il faudra le faire en mettant à niveau les investissements pour que le renouvelable se substitue au nucléaire. Je le redis, le nucléaire, ça n'est pas l'indépendance, puisque nous dépendons là d'un minerai, l'uranium, que nous importons ailleurs. Par contre, le renouvelable, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, l'éolien, c'est l'indépendance, puisque, en l'occurrence, le soleil, le vent, la biomasse, tout ça, nous l'avons ici. Donc oui, j'engagerai résolument cette diminution de la part d'électricité liée au nucléaire. Et je vous le dis, ça coûtera moins cher, parce que je le rappelle, les coûts de maintenance des réacteurs qui arrivent en fin de vie sont beaucoup plus chers et renchérissent le coût de l'électricité par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. C'est clarifié. D'un mot, parce qu'il nous reste malheureusement très peu de temps, vous croyez sérieusement que vous pourrez rassembler les partisans de Manuel Valls derrière votre candidature si vous l'emportez dimanche soir ? Ma réponse, c'est je crois sérieusement que je peux gagner l'élection présidentielle. J'étais à 7 ou 8% au début de cette primaire. C'est pas du témoignage, donc vous pensez vraiment que vous pouvez gagner alors ? Fabien Namias, la prochaine fois que vous m'inviterez, ou si vous voulez inviter un témoin, venez pas frapper à ma porte ou utiliser mon téléphone pour me demander de venir. Vous allez voir ailleurs. Moi, oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je veux la gagner. C'est pour ça que j'étais candidat aux primaires. Et en l'occurrence, il faudrait quand même se souvenir de celui dont on pensait qu'il était témoin à cette primaire et qui est aujourd'hui en tête, avant de se poser la question de savoir s'il sera témoin à l'élection présidentielle. Vous savez, l'ère du temps, c'est le destin des feuilles mortes. Donc, ça n'est pas l'ère du temps et le destin des feuilles mortes, ça s'envolera comme ceux qui disent que finalement votre victoire ce serait l'assurance de voir une partie de la gauche passer avec armes et bagages chez Emmanuel Macron, c'est ce qu'on entend également. Oui,
vous avez énormément de questions extrêmement positives à me poser ce matin. Je me réjouis de me lever avec vous. Mais Oui, ce sont des questions qui simplement reflètent le débat politique de cet entre-deux tours. D'un certain nombre d'éditorialistes qui parlent de pensée magique, qui parlent de gauche qui est une gauche qui rêve. Excusez-moi, moi je parle du réel. On a un nuage de pollution atmosphérique qui fait des morts aujourd'hui, puisque dans les faits, c'est 50 000 morts par an. On a aujourd'hui un travail qui est pénible. On a aujourd'hui des inégalités femmes-hommes dans la société française, des intolérances. De tout ça, je parle pour me projeter vers l'avenir. J'essaye de proposer un futur désirable et pas seulement un futur qui fasse le commerce des peurs et des angoisses. C'est peut-être ce qui défrise un certain nombre de commentateurs, d'éditorialistes, mais je ne changerai pas de projet politique. D'ailleurs, aujourd'hui, j'observe qu'il rassemble bien au-delà des rangs du Parti socialiste. On l'a je entendu. pense être le mieux à même de rassembler. Et si, d'un dernier mot, je devais faire une comparaison avec celui qui est mon rival et que je respecte, j'observe aujourd'hui quand même qu'il clive un peu plus que moi au cœur de la gauche. Donc pour commencer, rassemblons la gauche et ensuite on envisagera de rassembler au-delà. Le dernier mot, je vous le donne. Vous êtes totalement confiant sur la nature des résultats qu'on a eu dimanche soir. On a assisté hier à des espèces de cafouillages un peu pathétiques sur le comptage de la participation réelle, supposée. Les chiffres ont été modifiés dans le courant de la journée. Vous n'avez aucun doute sur les résultats qui ont été publiés dimanche soir? Non, en tout cas, j'ai obtenu des assurances que c'était fiable, mais vous savez, j'avais aujourd'hui autant d'incertitude en voyant ça que vous. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas au cœur de la machine pour faire la comptabilité de ces votes. Il me semble qu'on a connu un bug qu'il ne faudra surtout pas répéter au second tour. Merci beaucoup Benoît Hamon. Benoît Hamon d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Demain, Fabien, c'est Marine Le Pen, la présidente du Front National et candidate à la présidentielle, qui sera votre invitée à 8h15.